Si tu penses que le problème avec le fait de boire du lait est uniquement lié à l'intolérance au lactose, alors assieds-toi parce que cette vidéo ne va pas non seulement être très utile, mais elle va aussi beaucoup te surprendre. Je me souviens, quand j'étais au collège, j'avais passé une visite médicale, les visites médicales que tu dois passer quand tu es au collège, l'infirmière m'avait posé plusieurs questions, notamment elle me demandait ce que je mangeais le matin en général, le midi et le soir. Alors je lui expliquais que le matin je prenais un grand bol de chocolat chaud avec mes céréales préférées, à l'époque c'était les chocs à pic, que le midi en général c'était plutôt de la viande avec des légumes et des pâtes par exemple, et que le soir c'était souvent par exemple les gratins de ma mère ou des petits plats où j'avais toujours une petite portion de fromage par exemple. Et je te précise ça parce que ce qui me frappe, c'est qu'après lui avoir décrit mon petit déjeuner ultra sucré, le fait que je prenais des pâtes quasiment tous les jours, donc tous les midis, et qu'en plus je bouffais du gratin le soir, et ben sa réaction, ça a été de me dire « Pense à prendre quand même un yaourt le midi pour avoir un laitage à chaque repas. » Et quand je sais aujourd'hui tout ce qu'il y a derrière le lait et tous les risques liés à la consommation de lait, ça me sidère. Et en même temps, le discours n'a pas tellement changé aujourd'hui, et c'est certainement celui que tu as entendu également en grandissant et que tu entends encore aujourd'hui. Donc t'inquiète pas, je vais te donner et te préciser exactement quels sont tous les problèmes qui peuvent être liés à la consommation de lait, pourquoi tu ferais mieux de l'éviter au maximum, ou en tout cas pour que tu puisses faire ton choix en conscience, et je te donnerai quelques recommandations sur des alternatives plutôt sympas. Alors le premier, c'est le plus connu, c'est lié à la digestion, c'est le lactose, la fameuse intolérance au lactose. Alors d'où elle vient? Tout simplement, ça vient du fait que quand tu nais, quand t'es un bébé, tu produis une enzyme qui s'appelle la lactase. Alors ça, c'est une histoire qui est plutôt connue par rapport au lait, c'est que en fait cette enzyme que tu as quand tu es enfant, elle finit par disparaître en grandissant, parce que tu n'es plus censé, en fait, t'es plus censé être nourri au lait de ta maman en grandissant. Et cette enzyme, elle est vraiment là pour ça, pour digérer le lait de ta mère. Et donc c'est ce qui fait que, a priori, le lactose ne pose aucun problème de digestion, en tout cas au début, et que souvent les intolérances au lactose se déclarent plus en grandissant, après. Certains adultes conservent cette enzyme, c'est une petite partie de la population, mais certains la conservent. Maintenant, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que ça dépend beaucoup des populations, des zones géographiques. Par exemple, l'Asie. En Asie, on compte 90% d'intolérants au lactose, donc on estime à 90% la proportion de la population qui ne produit pas cette enzyme qui leur permet de digérer le lait. A l'inverse, la population la moins intolérante au monde, c'est en fait l'Europe du Nord, les pays du Nord comme la Finlande par exemple, qui eux sont habitués depuis des milliers d'années à consommer du lait, et beaucoup de lait, et qui donc sont seulement 5% de la population, environ estimée à 5% à être intolérants au lactose et donc à ne pas produire cette enzyme qui est la lactase. Je ne vais pas te détailler scientifiquement pourquoi et en quoi la lactase te permet de digérer le lactose, je pense pas que ce soit utile ici, je te laisse te renseigner si jamais tu as envie d'en savoir plus. Néanmoins, c'est pas parce que cette population digère le lait que il va être bon pour leur santé, parce qu'il y a plusieurs problèmes liés au lait. L'un d'entre eux, par exemple, c'est la réponse insulinaire du lait. Je t'ai déjà parlé de l'indice glycémique dans plusieurs vidéos, comme ma vidéo sur les féculents par exemple. Et donc l'indice glycémique, c'est un raccourci pour savoir à quel point un aliment va te faire sécréter de l'insuline, parce qu'il va faire augmenter la glycémie dans ton sang. Mais il y a également un autre indice qui s'appelle l'indice insulinique, qui là est pas lié à la glycémie dans le sang. Il va te décrire une réponse insulinaire de ton corps. C'est-à-dire que cet indice va indiquer à quel point un aliment va générer de la sécrétion d'insuline dans ton corps, indépendamment de ce taux de sucre dans ton sang. Et en l'occurrence, le lait fait partie de ces rares aliments qui ont un indice glycémique plutôt faible, mais un indice insulinique plutôt élevé. Et donc une des conséquences de cette réponse insulinaire forte, avec une grande consommation de lait, et surtout de lait bovin, du coup, de lait de vache, ça va être une prédisposition au diabète de type 1. Et il se trouve que dans les populations que je t'ai citées avant, la population asiatique est l'une des populations au monde à avoir le plus faible taux de diabète de type 1, là où la Finlande, par exemple, est l'un des pays qui en a le plus. Et pas qu'un petit peu, hein. Le diabète de type 1 touche une personne pour 100 000 habitants en Asie, là où elle va toucher 35 personnes pour 100 000 habitants en Finlande. C'est donc pas seulement 35 fois plus que l'Asie, c'est également le record du monde.
Un autre problème, ça va être la présence d'IGF-1 pour Insulin-like Growth Factor, qui est en fait une hormone de croissance que les hommes sécrètent naturellement. Simplement, l'IGF-1 bovine et celle humaine ne sont pas les mêmes. Et en l'occurrence, heureusement, puisque je te rappelle qu'un veau est censé prendre 300 kg en un an, juste avec le lait de sa mère. Et la bonne nouvelle, c'est que ton corps il est capable de faire la distinction entre les deux. C'est-à-dire que ton corps est capable de faire la distinction entre l'insuline bovine et l'insuline humaine. Et il est donc capable de se perméabiliser face à ce facteur, cet IGF-1 bovin. Seulement, c'est le cas lorsque ton système digestif est perméable. Et le problème, c'est qu'il ne l'est pas toujours, surtout pas en tout cas avec notre diète moderne. Et un exemple, par exemple, ça va être avec une diète dans laquelle tu as du gluten par exemple, qui, comme je te l'ai déjà expliqué dans ma vidéo liée au gluten, si tu l'as pas vu, je te fais apparaître encore une fois une petite fiche à droite. En fait, le gluten, il va perméabiliser ton système digestif, c'est un des éléments qui peut perméabiliser ton système digestif, et donc ça fait que ton corps, il va plus être capable de faire la différence, et ça peut créer des risques, des réactions auto-immunes d'une part, et d'autre part des risques d'hypercroissance qui peuvent fortement favoriser le cancer de la prostate par exemple, et même la croissance des cellules cancéreuses de manière générale. Et là ta réaction naturelle ça va être sûrement de me dire oui d'accord mais on a besoin de calcium et le lait est une grande source de calcium. Et c'est au final l'argument principal qui est utilisé pour nous faire manger plus de lait, pour nous faire consommer plus de produits laitiers. Toi aussi, tu as très bien vu la campagne de publicité « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ». Flash Info, c'est pas un message du ministère de la Santé, mais bien des lobbies du lait, hein, donc c'est pas une pub qui est faite pour ta santé, c'est une pub qui est faite pour vendre, et ça il faut le comprendre. Et ensuite, justement, on va les analyser ces besoins en calcium. En France, les besoins recommandés de calcium en moyenne sont de 1200 mg par jour. C'est énorme. Et c'est pas seulement énorme, c'est absolument pas justifié scientifiquement par le gouvernement, et surtout que on va plutôt s'intéresser aux recommandations journalières, aux recommandations quotidiennes de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui a un gros avantage, c'est que l'OMS, elle est totalement indépendante de toute forme de lobbyisme ou de toute forme d'influence d'industrie externe. Et donc les recommandations de l'OMS, qui s'appliquent donc pour tous les êtres humains sur Terre, hein, c'est l'Organisation mondiale de la santé, ces recommandations-là, elles sont plutôt autour de 520 mg par jour. Sachant que pour une personne qui a une diète complète avec une bonne consommation de légumes et qui est en bonne santé, ça peut descendre jusqu'à 400-420 mg par jour. C'est moins de la moitié. Et il se trouve que si tu manges suffisamment de légumes comme par exemple du chou ou des légumes verts, tu vas en avoir largement suffisamment du calcium. Et si tu as des problèmes de taux de calcium, le problème n'est pas forcément la quantité de calcium que tu manges, mais ça peut être aussi ton aptitude, ton habilité à absorber, à assimiler ce calcium. Et ça, en général, ça peut être lié à la vitamine D. Donc si tu n'as pas d'exposition régulière au soleil, je te conseille de te supplémenter en vitamine D. En général, ça sera largement suffisant et tu n'auras pas besoin d'augmenter tant que ça ta consommation en calcium. Ensuite, ce qui est important pour ta santé, c'est un équilibre entre ta consommation de calcium et de magnésium. Il faut savoir que ce sont deux minéraux qui se complètent énormément et qu'on estime qu'avec une alimentation naturelle, avec celle en tout cas avec laquelle l'homme a évolué, on a un ratio calcium-magnésium, ou plutôt magnésium-calcium de 1 à 1 ou 2 à 1. Donc jusqu'à 2 fois plus de magnésium que de calcium. Le lait, il contient 12 fois plus de calcium que de magnésium. Donc ça va accentuer un gros déséquilibre que tu vas voir entre ces deux minéraux. Et les conséquences sont multiples. Il se trouve que la surconsommation de calcium, elle a été prouvée comme néfaste à maintes reprises, notamment avec une expérience dans les années 70 où on s'est rendu compte qu'il y avait des corrélations directes entre la consommation de lait et les risques cardiaques, les risques d'infarctus et également la maladie de Parkinson. La conclusion de cette étude, c'était de dire, donc les chercheurs, les médecins qui ont fait cette étude ont donné comme conclusion ne consommez pas plus de 0,2 litres de lait par jour. On est quand même bien loin des recommandations de 1 laitage à chaque repas qui sont communément admises en France. Il y a également une corrélation qui a été démontrée entre les surplus de calcium et l'aptitude à développer différentes formes de cancer. Là aussi, toutes les études dont je te parle sont dans les sources, dans la description. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'un autre problème du lait, ça va être les œstrogènes. Alors, t'es pas sans savoir que le lait est en fait produit naturellement par la vache
pendant sa grossesse en fait. Le moment, le point culminant de production de lait de la vache, ça va être à la fin de sa grossesse et c'est le moment où forcément elle a le plus d'hormones féminines qui sont les œstrogènes. Et que tu sois un homme ou une femme, tu veux éviter de consommer des œstrogènes avec une source extérieure. Tout simplement parce que ça va perturber ton système hormonal, ça reste une hormone féminisante, donc pour les hommes ça risque de fortement impacter ta testostérone par exemple, et pour les femmes ça peut avoir des vraies conséquences comme une grosse facilitation du cancer des ovaires, mais également des reins et de la prostate pour les hommes. Sixième et dernière raison pour laquelle tu voudrais éviter de consommer du lait, c'est la présence de bisphénol A et de phtalate. T'en as peut-être déjà entendu parler, ce sont des perturbateurs qu'on retrouve en grande majorité dans le plastique par exemple, quand tu es exposé au plastique, quand tu fais chauffer des choses dans du plastique, et tu as peut-être déjà vu aussi que derrière tes tickets de caisse, il est écrit en général sans bisphénol A, parce qu'aujourd'hui on essaie de faire attention au contact, ne serait-ce que de la peau, contre le bisphénol A. Et ces perturbateurs, ils vont avoir des effets hormonaux, c'est déjà prouvé et avéré qu'ils vont avoir tendance à affecter, à favoriser les cancers hormonaux, également l'endométriose chez les femmes, mais également le surpoids et aussi l'infertilité. Mais il se trouve que ces deux éléments sont présents aujourd'hui dans le lait, et ça a été découvert avec une expérience assez intéressante qui a été faite aux États-Unis, où en fait des chercheurs ont voulu montrer l'impact de cette consommation, l'impact du contact en fait avec le plastique entre deux groupes de familles. Un groupe de famille témoin qui consommait des aliments qui venaient pas mal d'emballages en plastique, et un groupe de famille auquel on donnait des paniers en fait avec des aliments bio en vrac en fait, et donc sans ces emballages plastiques, et qui devaient donc contenir beaucoup moins de bisphénol et de phtalate. Ça, c'était le but premier de l'expérience. Et en fait, quand ils ont fait leurs analyses après, ils se sont rendus compte que le groupe qui avait des taux de bisphénol et de phtalate qui crevaient le plafond, eh ben, c'était pas le groupe qui consommait des aliments qui venaient d'emballages plastiques, mais c'était bien le groupe qui consommait des aliments bio. Et quand ils ont creusé et qu'ils sont allés plus en profondeur dans la raison de ces taux, eh bien, il se trouve que ça venait du lait. Il y avait beaucoup de laitage dans ces paniers, et ils se sont rendus compte que le lait avait des gros taux de bisphénol et de phtalate. Et certainement que ta réaction, ça va te dire oui, mais attends, c'est aux États-Unis, c'est pas comparable. Alors peut-être qu'aux États-Unis c'est plus chargé. Aujourd'hui, aucune étude le prouve, qu'il y en a beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Et dans l'autre sens, même si on sait qu'il y en a également dans le lait français, on n'est pas capable de prouver qu'il y en a beaucoup moins qu'aux États-Unis. Donc encore une fois, les études scientifiques ne prouvent rien. Comme je te l'avais dit dans ma vidéo dédiée, elles montrent des corrélations, des pistes de réflexion. En plus, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ne pas consommer de produits laitiers ne représente aucun danger pour la santé. En revanche, ça peut représenter des bénéfices énormes, des bénéfices potentiels énormes quand on voit ces études qui montrent des tendances et qui montrent des pistes de réflexion qui sont quand même, selon moi, pas à négliger. Maintenant, je te comprends, t'as pas forcément envie d'éliminer totalement les produits laitiers de ton quotidien. Le fromage, c'est quand même super bon, on est dans le pays du fromage. En France, c'est quand même une grande fierté nationale. Pour peu qu'en plus tu sois breton et que tu n'aies absolument pas envie de te passer de ton beurre salé, ne t'en fais pas, t'es pas obligé de supprimer tout ça, et je vais t'expliquer pourquoi. Tout d'abord, si tu tiens vraiment à consommer du fromage, essaye de favoriser les fromages de chèvre et de brebis. Les réponses insulinaires, de par aussi la taille de l'animal, sont plus modérées, en tout cas sur ces animaux-là, sur ces types de laitage-là, et ils vont représenter moins de problèmes, en tout cas pour ta santé. C'est pas idéal, mais tu vas quand même y voir une différence. Favorise également les fromages de lait cru. Ils n'ont pas été traités et pasteurisés, et en l'occurrence, ça sera plus facile pour toi à digérer. En ce qui concerne le beurre, bonne nouvelle, il n'y a que 2% de lait dans le beurre, donc a priori, si tu prends un bon beurre bio, en plus un beurre cru, tu risques vraiment pas grand chose. Mais je ferai une vidéo dédiée qui arrive très bientôt. Pour ce qui est du lait, si tu aimes bien le consommer liquide, notamment dans des smoothies ou tout simplement comme ça dans un verre ou au goûter, je te conseille plutôt de privilégier les laits végétaux, comme par exemple les laits d'oléagineux, tout ce qui va être les laits de noisettes, amandes, etc. Et également le lait de coco par exemple. Je te déconseille de prendre du lait de soja qui a les mêmes soucis de présence d'œstrogènes que le lait de vache, dans une moindre mesure, c'est sûr, mais quand même. D'ailleurs, si tu bois du lait végétal, dis-moi dans les commentaires lequel est ton préféré. Pour ma part, c'est le lait d'amande. Pour le reste, une bonne expérience que tu peux faire, c'est de passer 30 jours, simplement 30 jours, sans produits laitiers. Je pense
que tu peux le faire, c'est pas insurmontable et vois la différence. Et après, si tu les réincorpores très doucement, en suivant notamment les conseils que je te donne, en favorisant les laitages, les fromages de chèvre et de brebis par exemple, et en les gardant occasionnels, et ben tu pourras certainement y voir une belle différence. J'ai beaucoup d'histoires dans mon entourage de personnes qui ont vu en tout cas une telle différence. Moi quand j'étais gamin, c'était devenu normal d'avoir mal au ventre tous les matins. C'est quand même dingue comme on se pose pas de questions à cette époque. Mais comme tout le monde prenait du lait le matin, à aucun moment je faisais le lien. J'avais ce mal de bide tous les matins, je m'en souviens très bien, au moment de me brosser les dents, et parfois ça resurvenait, ça réapparaissait à plusieurs moments de la matinée. J'avais ce gros mal de bide lié en fait à ma consommation de lait, puisque ça a totalement disparu quand j'ai arrêté de prendre du lait de vache. Certaines personnes par exemple manifestent aussi des maux de tête suite à la consommation de produits laitiers. Par exemple, je sais que ma grand-mère se voyait pas du tout supprimer les fromages, elle est passée plus à des laitages de brebis et de chèvres, à totalement supprimer les laitages de vaches, et il se trouve que ces maux de tête du soir ont totalement disparu. En tout cas, le mieux, ça reste d'essayer et de voir la réaction sur toi. Tout ce que je t'ai dit, toutes les informations que je te donne, je les sors pas de nulle part. Ça vient de vraies études scientifiques, il y en a eu beaucoup. Ça a été un gros travail de sourcing. Tu trouveras toutes les sources dans la description, bien sûr. Si tu veux aller plus loin et avoir davantage de conseils sur comment gérer ton alimentation et ton hygiène de vie au service de ton énergie et de ta productivité au quotidien, que ce soit dans tes projets professionnels ou personnel, je t'invite à t'inscrire à ma liste email, je te mets un lien dans la description. J'envoie 2 à 3 emails par semaine. Mon but c'est d'apporter un maximum de valeur dans ces emails. C'est totalement gratuit, sans engagement, et si jamais ça ne te plaît pas, tu peux tout simplement te désinscrire en un seul clic. Sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.